l'heure du journal sur Green TV International. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Le président kenyan William Ruto a annoncé la levée de l'interdiction sur l'exploitation des forêts. Cette décision est contestée par les associations écologistes qui s'inquiètent pour les forêts du pays. Selon une étude publiée dans la revue Nature, les chutes de neige vont se raréfier en montagne, faisant place aux pluies extrêmes causées par le réchauffement climatique. Face à cette situation, les chercheurs tirent la sonnette d'alarme. Et puis l'Algérie poursuit sa lancée dans les énergies renouvelables. De nouveaux chantiers sont inaugurés, à découvrir dans un instant. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le président kenyan William Ruto a annoncé le dimanche dernier la levée de l'interdiction sur l'exploitation forestière. Cette décision qui vise à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie n'est pas du goût des écologistes. Plus de précisions dans ce commentaire. Malgré les inquiétudes des associations écologistes sur les dangers de l'exploitation forestière, le président kenyan William Ruto a annoncé dimanche 2 juillet la levée de l'interdiction sur l'exploitation forestière qui datait de près de 6 ans. Selon William Ruto, cette décision, attendue il y a longtemps, vise à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie qui dépendent des produits forestiers. Les statistiques du gouvernement montrent que l'exploitation forestière a contribué en 2022 à 1,6% du PIB du Kenya, où les forêts recouvrent 8,8% du territoire. Cette décision vient après l'annonce d'une hausse des taxes sur le carburant et après la hausse polémique des salaires de plusieurs hauts fonctionnaires, dont le président de la République du Kenya, à quelques mois de African Climate Action Summit qui se tiendra en septembre prochain. Le président William Ruto se positionne ainsi à l'avant-garde des efforts africains pour lutter contre le changement climatique. Il a assuré que le gouvernement maintient son objectif de planter 15 milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années. Greenpeace Afrique avertit toutefois contre les conséquences environnementales catastrophiques de la levée de cette interdiction de l'exploitation des forêts. Avec le réchauffement climatique, les chutes de neige vont se raréfier en montagne au-dessus de 2000 mètres, laissant place aux pluies extrêmes. C'est la conclusion d'une étude publiée dans la revue Nature. Les chercheurs alertent les pouvoirs publics sur la mise en œuvre des stratégies d'adaptation robustes pour parer aux effets dévastateurs des inondations, glissements de terrain et l'érosion des sols. Alessandra Adécambé pour plus de précisions. Une équipe de scientifiques du laboratoire national Lawrence Berkeley en Californie s'est penchée sur l'influence du changement climatique sur les régimes de précipitation en utilisant des données issues d'observations pour la période de 1950-2019 et des projections pour les années à venir jusqu'en 2100. Ils se sont penchés en particulier sur les régions d'altitude aujourd'hui dominées par les chutes de neige qui vont tendre à laisser place à des pluies extrêmes dans un climat qui se réchauffe. La principale conclusion de ces recherches affirme que l'augmentation des pluies extrêmes dans les régions de haute altitude de l'hémisphère nord est amplifiée avec une moyenne de 15% par degré de réchauffement, soit près du double de ce qui est attendu en plaine. Concrètement, il suggère de prendre en compte l'augmentation des pluies extrêmes pour la conception et la construction d'infrastructures ou encore affiner les évaluations de risque de glissement de terrain. Le risque ne concerne pas que les montagnes, mais aussi les régions en aval qui abritent au total un quart de l'humanité. Les récentes inondations dans l'ouest des États-Unis ou celles historiques au Pakistan l'an dernier pourrait avoir été partiellement le résultat de pluies extrêmes intensifiées à haute altitude en combinaison d'autres facteurs. La Tunisie expérimente des stations solaires flottantes.
Ce projet s'inscrit dans l'ambition du gouvernement de ce pays de produire 35% de son électricité à partir des énergies renouvelables d'ici 2030. Avec l'expertise du groupe français CAIR, spécialisé dans les énergies renouvelables, ces stations solaires flottantes sont une première sur le continent africain. Plus de compréhension dans ce commentaire de Vivas Amana. Sur une lagune en Tunisie, l'on aperçoit des panneaux solaires qui flottent sur l'eau. Cette station solaire flottante de 200 kW est une première en Afrique et également un prototype avant une possible expansion sur le reste du territoire. Cela présente des avantages doubles. Quand on l'a commencé à l'époque, c'était le premier projet en Afrique pour une centrale PV flottante, donc dans l'eau. Et l'originalité de ce projet, évidemment, c'est d'utiliser des plans d'eau au lieu d'utiliser des terrains qui peuvent être utilisés pour d'autres applications comme l'agriculture ou l'urbanisme. Des stations flottantes permettent de réduire l'évaporation de l'eau dans ce pays qui fait face à une crise liée à l'eau. Leur emplacement sur l'eau permet également de refroidir les réservoirs. Le solaire flottant, d'abord, permet, quand on l'installe sur un plan d'eau, de réduire l'évaporation de l'eau. Donc cette évaporation de l'eau dans les pays comme la Tunisie, on est en stress hydrique. Ça permet dans les barrages certainement de réduire et de garder plus les réserves d'eau que quand il n'y a pas de panneaux. De par sa situation géographique en bordure de la Méditerranée avec une bonne exposition au soleil, la Tunisie est bien placée pour une production d'énergie propre pour son territoire et pour une exportation vers les pays européens. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de soleil en Tunisie et ce n'est pas comme dans d'autres endroits à l'image du Golfe. Les panneaux solaires ont les caractéristiques qui vont avec et l'ensoleillement est bon et nous pouvons l'exploiter. Alors pourquoi ne pas laisser tout le monde installer des panneaux solaires? Le domaine se développe et je pense que l'initiative se poursuivra. La Tunisie s'inscrit également, comme plusieurs pays africains, à l'instar du Maroc et de l'Afrique du Sud, dans la production d'énergie renouvelable. Son ambition est de produire plus de 35% de l'énergie propre à partir d'énergies renouvelables en 2030. Notons que toutes ces actions contribuent également à la lutte contre le changement climatique auquel le continent africain est confronté depuis quelques années. Parlons d'énergie renouvelable toujours, l'Algérie se lance davantage dans les énergies renouvelables. Des projets de centrales solaires sont en construction un peu partout dans le pays. Cela démontre que le potentiel solaire est mis à profit pour aller vers une transition énergétique responsable vis-à-vis de l'environnement. Viva Samana pour les précisions. L'Algérie veut jouer un rôle important dans la transition énergétique de l'Afrique. Dans le désert du Sahara, 240 000 modules solaires forment une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 60 MW à El Keneg dans le sud du pays. L'énergie produite par cette centrale photovoltaïque couvre en partie les besoins de la région et permet de réduire les ressources fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Selon le responsable de l'ingénierie chez Sonel Gaz Énergie Renouvelable, Houari Maï, l'Algérie dispose d'un niveau d'ensoleillement de 3000 heures par an, ce qui est assez énorme pour pousser à investir dans la réalisation des ouvrages photovoltaïques. Pour diversifier son mixage énergétique dominé par le gaz et le pétrole, l'Algérie veut atteindre 15 000 MW d'énergie solaire d'ici à 2035. Un appel d'offres est en cours pour installer les centrales solaires dans plusieurs régions. Des kits solaires ont été également distribués dans les villages enclavés et aux populations nomades. Toujours dans l'optique d'étendre l'énergie verte dans tout le pays, l'Algérie a doté l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran, la deuxième plus grande ville du pays, de plusieurs milliers de panneaux solaires sur son toit. Le potentiel solaire du pays est pris au sérieux et même l'hydrogène vert est exploité pour assurer une transition écologique au pays du Fennec. Des projets pilotes sont en cours en respectant l'environnement du Sahara. Les engrais stimulent la croissance des plantes en leur apportant des éléments nécessaires, mais leur utilisation n'est pas sans conséquences. Comment et dans quelle mesure utiliser les engrais chimiques pour une bonne santé des populations et pour un environnement sain? Les éléments de réponse dans ce reportage de Rafitou Birekou. Afin d'améliorer leur rendement, les agriculteurs utilisent les engrais chimiques et les produits phytosanitaires. Les engrais chimiques sont un mélange de fertilisants utilisés pour apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs de façon à améliorer la qualité et la quantité des plantes.
Mais les engrais, même s'ils favorisent une croissance rapide des plantes, sont dangereux pour l'environnement et appauvrissent progressivement les sols, les rendent inutilisables pour l'agriculture, comparés aux engrais bio qui sont d'ailleurs recommandés. Selon notre enquête, il en ressort que les engrais chimiques sont les plus utilisés et ceci pour diverses raisons. Nous utilisons également des engrais chimiques. Et après le fumier de fond, on passe les NPK pour que le fumier puisse résister un peu dans le sol, puisqu'il y a aussi le lessivage du sol, puisque nous arrosons des fois 2-3 fois par jour. Donc après le fumier de fond, on passe aux engrais chimiques qui sont les NPK et un peu durée aussi à la suite. Nous avons choisi les engrais chimiques. Il y a 2 causes. La première raison, c'est que notre sol, le nombre de fois que nous arrosons, permet au sol d'enfoncer tout ce que nous lui apportons comme fumier. Alors, pour pouvoir soutenir un peu le sol ou bien aider un peu la culture, c'est là que nous passons maintenant aux engrais chimiques. C'est pourquoi on est obligé de faire nos produits et comment nous produisons à base des engrais chimiques et des fumiers. Deuxième raison, c'est que les bio, on l'a une fois tenté, on l'a fait, mais c'est le marché des bio que nous n'avons pas sur notre marché, là où nous vendons nos produits. Puisque le bio, si on présente le produit bio et le produit traité avec les produits chimiques maintenant, pour les vendre maintenant, les gens n'arrivent pas à remarquer que le bio doit coûter plus cher que ce qu'on a traité avec les produits chimiques. Et ce qui fait que quand tu fais le bio, tu es toujours perdant. C'est ça, nous avons choisi de préférer plutôt les produits, les plantes, soit de la culture que nous allons traiter avec les produits chimiques. Au Togo, les engrais les plus utilisés sont les NPK, composés de 3 principaux éléments dont l'azote, le phosphore et le potassium, d'où le nom NPK. La mauvaise utilisation de ces engrais chimiques a des conséquences sur l'agriculture et sur l'alimentation. Ces engrais, effectivement, sont d'une utilité, comme nous avons dit précédemment, mais il y a aussi de ces conséquences sur l'environnement, la santé humaine et animale. Lorsque ces engrais sont utilisés de façon excessive et que les plantes n'arrivent pas à absorber, il y a le surplus qui va vers les cours d'eau, qui sont pris par le vent et qui va vers les destinations comme les cours d'eau, les champs qui inhalent, mais qui sont en train d'utiliser les agriculteurs. Il faut vraiment éviter l'excès de l'utilisation de ces engrais chimiques lorsqu'on vous conseille. Utiliser les engrais chimiques, oui, mais avec précaution. L'idéal serait de respecter les normes d'utilisation de ces engrais en vue de réduire ses conséquences sur l'environnement. Sinon, les engrais bio sont fortement recommandés afin de préserver l'environnement et la santé humaine. Le sud des États-Unis fait face à une dangereuse vague de chaleur inédite. Cette situation que redoutent les scientifiques pourrait se répandre vers d'autres régions et provoquer d'énormes dégâts et même des pertes en vies humaines. Des recommandations sont données par les experts du climat et des actions doivent être menées pour limiter le réchauffement climatique. Vivas Amana pour plus de précisions. Une forte vague de chaleur frappe le sud des États-Unis. Les États du Texas et de la Louisiane en particulier sont les plus touchés et les experts attribuent cette situation au réchauffement climatique. Alors que l'été vient à peine de commencer, des millions d'Américains sont sous le coup d'alerte de chaleur extrême avec des températures dépassant souvent les 40 degrés Celsius. Andrew Pershing, vice-président en charge de la science pour l'ONG Climat Central, estime que cette vague de chaleur est plus intense, plus étendue et probablement aussi plus longue que ce qu'elle aurait été sans l'impact des activités humaines. Une étude préliminaire menée par l'ONG Climat Central a révélé que les températures actuelles étaient rendues au moins 5 fois plus probables par le réchauffement climatique. Cette situation de chaleur très élevée aux États-Unis a entraîné des changements dans les habitudes des Américains. Des centres de rafraîchissement ont été ouverts pour que les personnes fragiles puissent s'y réfugier. Des routes ont été endommagées à cause de la chaleur et des ouvriers s'activent pour les réparer. Une alerte à la chaleur a été émise de 10h à 20h par jour. Les services météorologiques américains ont recommandé aux populations de boire beaucoup d'eau, rester dans les pièces avec climatisation. Ils ont également conseillé de porter des vêtements légers pour supporter la chaleur.
Les animaux également ne sont pas épargnés par cette vague de chaleur. Une douzaine de chats et de chiens également ont été retrouvés morts. Le parc national de Big Bend a annoncé le décès de 2 personnes parties en randonnée. Cette situation attire l'attention des experts et décideurs pour agir rapidement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre attention. Bonne suite de nos programmes.